J'avais oublié cette introduction. Ah. Donc non, je vous expliquerai au fil de la vidéo que non, le petit déjeuner, ce n'est pas une injonction sociale et culturelle. Il y a des raisons biologiques, il y a des raisons physiologiques, c'est-à-dire c'est le corps humain. Il est programmé de telle façon que il vaut mieux lui donner à manger le matin quand on se réveille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, non, je vais pas parler de moi. On passe à la vidéo. Avant de commencer la vidéo, d'abord merci aux abonnés. Ouais, vous êtes déjà 1100, c'est énorme. C'est énorme, sachant que j'ai rien fait de particulier pour gagner des abonnés. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Comme par exemple aujourd'hui avec cette vidéo sur le petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner, c'est un repas important de la journée ou pas? Donc du coup, j'ai cherché un article et je suis tombé sur cet article du 18 décembre 2020 qui s'appelle « Non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée ». Alors évidemment, mes patients savent déjà que le petit déjeuner est important, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ceux qui tomberaient sur ma vidéo, je vais répondre à votre question que vous posez. Vous ou votre entourage, vos enfants, vos ados, s'ils prennent pas le petit déjeuner, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de prendre un petit déjeuner que de ne pas en prendre. Donc il y a cet article de France Inter, publié le 18 décembre 2020. France Inter, radio de service public. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc le titre, non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. En quoi celui que l'on considère comme le premier repas de la journée est-il le fruit d'une injonction sociale et culturelle qui s'est construite il y a longtemps? Pourquoi faut-il déconstruire cette idée reçue selon laquelle sauter le petit déjeuner serait forcément néfaste pour la journée? alors là, on a le jargon injonction sociale et culturelle. Pourquoi faut-il déconstruire? Alors ça, je m'y attendais pas. Alors, je vous raconte en fait l'article, je l'avais lu il y a 2 semaines, et je l'ai oublié, et j'y ai repensé tout de suite, et à vous faire la vidéo dessus. J'avais oublié cette introduction. Ah. Donc non, je vous expliquerai au fil de la vidéo que non, le petit déjeuner, ce n'est pas une injonction sociale et culturelle. Il y a des raisons biologiques, il y a des raisons physiologiques, c'est-à-dire c'est le corps humain. Il est programmé de telle façon que il vaut mieux lui donner à manger le matin quand on se réveille, pour ceux qui vivent le jour et qui travaillent le jour. Évidemment, pour ceux qui travaillent de nuit, ça se décale. Donc je vais vous donner les explications biologiques et physiologiques pour ça. Alors, donc l'image du petit déjeuner croissant, café, jus d'orange. Oui, parce qu'évidemment, il n'y a que ça comme choix. Hein. Soit tu fais ce petit déjeuner-là, soit c'est rien. Soit t'en fais pas. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous raconter ça au fil de la vidéo. Dans l'émission Grand bien vous fasse, au micro d'Ali Rebéi, je connais pas, le géographe Gilles Fumet et le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle vous expliquent pourquoi il faut réinterroger cette idée reçue et que ne pas prendre de petit déjeuner n'empêche pas d'entretenir un bon équilibre quant à son régime alimentaire en général. Ah, ils l'ont mis en gras. Hein. Ils l'ont mis en gras, donc j'espère qu'ils ont des arguments béton. Hein. Parce que moi, tous mes patients, je leur dis de faire un petit déjeuner. Hein. Donc pour qu'ils écrivent ne pas prendre de petit déjeuner n'empêche pas d'entretenir un bon équilibre quant à son régime alimentaire en général, vraiment, faut qu'ils aient des arguments béton pour me dissuader de dire à mes patients de prendre un petit déjeuner. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, dans l'ordre, ils ont mis le géographe d'abord. Hein. D'abord, il y a le géographe, ensuite, il y a le médecin nutritionniste.
pour une question de nutrition. Ah là là. Arnaud Coccol. Alors Arnaud Coccol... Arnaud Coccol, bah, j'avais déjà critiqué... Bon, ça tombe encore sur lui hein, désolé. J'avais critiqué son intervention dans le magazine de la santé, dans ma vidéo sur le confinement. Comment bien s'alimenter pendant le confinement. Donc désolé, chers confrères, ça tombe encore sur vous, docteur Coccol, monsieur Coccol. Et... il n'y a rien de personnel, hein, je ne le connais pas. En dehors de ce qu'il dit dans les médias, je ne le connais pas. Hein. Alors, suite de l'article. Une injonction sociale et culturelle à déconstruire. Voyons leurs arguments. Cette idée qu'il est absolument indispensable de prendre un petit déjeuner serait particulièrement nourrie par de nombreux nutritionnistes et le domaine de l'agroalimentaire. Enfin, le domaine de l'agroalimentaire, on s'en fiche. L'important, c'est ce que disent les gens dont c'est le métier de protéger la santé des gens. Après, si le domaine de l'agroalimentaire en profite, c'est pas la faute du nutritionniste. Mais voilà, déjà d'emblée, l'amalgame, attention, les nutritionnistes et le domaine de l'agroalimentaire. De même que les enquêtes, les études et publications internationales qui, d'après les deux invités, tomberaient systématiquement dans le piège de toujours penser l'alimentation selon le mode de repas trinaire. Je connais pas ce mot. Trinaire. Trinaire, qui est divisé en 3 ou qui est susceptible de se diviser en 3. D'accord. 3 repas dans la journée, en donnant toujours une grande importance au petit déjeuner. Ah, donc pour eux, les 3 repas de la journée, c'est un piège. C'est un piège du domaine de l'agroalimentaire. Bon, évidemment que non, hein, je vous expliquerai après. Donc Gilles Fumet, le géographe, et le docteur Arnaud Coccol complètent chacun de leurs propos en expliquant que, je cite, enfin l'article cite, « Si le petit déjeuner est aujourd'hui assimilé comme le repas le plus important, voire obligatoire, de la journée, on se rend compte que, derrière les nombreuses enquêtes, l'industrie agroalimentaire exerce une grande influence, et que la puissance du secteur en vient à créer des besoins qui n'ont pas lieu d'exister. C'est le fameux stacking à l'anglo-saxonne qui s'apparente beaucoup plus à du grignotage alimentaire. Je lis lentement parce que vraiment c'est... Quand je vous donnerai ma réponse, vous verrez pourquoi je bug. Vous comprendrez pourquoi je bug en lisant ça. Donc stacking, ça je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le stacking? Stacking, empilé. Stacking. Définition. La définition anglaise, bah, c'est d'empiler des choses. Arranger, mélanger ou arranger un paquet de cartes, des cartes à jouer, de façon malhonnête, pour gagner un avantage injuste. Enfin, de la triche, quoi. Stacking, empilé. Qu'est-ce que le stack? Crypto-monnaie. Bon, ça c'est autre chose. Bon, stacking, alimentation. Oui, la première fois où j'ai vu l'article, je l'ai lu en diagonale. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Stacking, alimentation. Ah bah là, ça parle de câbles d'alimentation. Stacking, food. Donc il montre des piles, des aliments empilés. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Alors, stacking. Stacking. Stacking, bon. Stacking, est-ce qu'il en parle quelque part? Stacking. Docteur Coccol.
Les stackers. Bon, là, c'est mon antivirus qui veut pas. Bon, bah bon, tant pis. Bon. Bah, je sais pas où il a trouvé cette notion, hein. C'est la première fois que j'entends ça. Donc on reprend la longue phrase. Donc la longue phrase de tout à l'heure, on la saute. C'est le fameux stacking à l'anglo-saxonne qui s'apparente beaucoup plus à du grignotage alimentaire. Bah non, si tu fais un gros petit déjeuner, il n'y a pas besoin de grignoter jusqu'au repas du midi. Pourquoi il dit ça? Ce sont des pressions implicites de l'agroalimentaire pour inciter les gens à surconsommer. Surconsommer, hein. Donc ça fait partie des mots à la mode, de dire que les gens surconsomment. Ah mais il suffit d'aller dans la rue pour voir des gens qui sont pas en surconsommation. Il suffit d'aller dans les hôpitaux. Les personnes âgées malades, je pense pas qu'elles soient dans la surconsommation. Donc surconsommer qui en viennent à véhiculer cette représentation-là du petit déjeuner. Arnaud Cocolle, donc le médecin, ajoute que cette représentation nous incite en permanence à être en perfusion alimentaire. Vous pouvez manger 24 heures sur 24 à la limite. Non, vraiment, dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose là pour l'instant, par rapport à l'article. Bon, on avance. On avance. Donc là, c'est une citation, mais apparemment, c'est Gilles Fumet, donc le géographe. Prenez un croissant si vous en avez envie, mais ce qui compte avant tout, c'est l'équilibre et la qualité alimentaire. Le petit déjeuner immanquable, c'est une culpabilisation sournoise. Rien que ça. Une culpabilisation sournoise. C'est un article de santé ou de philosophie ou de psychologie? Sérieusement. Ensuite, les deux spécialistes, hein, ensemble, le médecin nutritionniste et le géographe. Le géographe. Les deux spécialistes. Non mais maintenant la médecine, pas la médecine, hein, la nutrition. Maintenant la nutrition. C'est fait avec des médecins nutritionnistes et des géographes. Alors géographe, pour ceux qui savent pas, le géographe est un scientifique dont les connaissances concernant la Terre et les paysages, mais aussi les populations, sont utilisées dans de nombreux domaines: urbanisme, environnement, économie, démographie. Ah. Quel est le travail du géographe? Il rédige des rapports, croise des données informatiques et établit des cartes thématiques. Les décideurs utilisent ces recherches et les pistes qu'il propose pour mieux organiser le territoire et améliorer notre qualité de vie. La plupart des géographes se dirigent vers l'enseignement. Faut corriger votre article. La plupart des géographes se dirigent vers l'enseignement et vers la nutrition. Ah, alors où est-ce qu'on en était? Les deux spécialistes. Allez, je me reconcentre. Les deux spécialistes suggèrent de manger pour des raisons physiologiques. Ah bah voilà! Voilà, il faut parler de la physiologie. Et pas de l'agroalimentaire ou de je sais pas quoi, le stacking. Non, non, il faut revenir à la physiologie. Et donc ils poursuivent. Donc ils suggèrent de manger pour des raisons physiologiques et non pas selon... Ah, il y a une virgule en trop là. Petite coquille. Donc on refait la phrase, on recommence.
Les deux spécialistes suggèrent de manger pour des raisons physiologiques et non pas selon des critères hédoniques et symboliques que la société a véhiculés en guise d'organisation quotidienne. Alors, hédonique, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, c'est tout ce qui a rapport au plaisir, à la recherche du plaisir. Ah bon, donc ça du coup, on est d'accord. On est d'accord, pour donner des conseils alimentaires, il faut d'abord s'intéresser à la physiologie et pas dire aux gens forcément ce qui leur fait plaisir. C'est-à-dire que on aimerait tous manger ce qu'on veut quand on veut, mais le corps, il n'est pas fait comme ça. Le corps, il a certaines façons de fonctionner, ça s'appelle la physiologie. C'est une façon de fonctionner qui fait que on ne peut pas manger exactement ce qu'on veut quand on veut. Arnaud Cocolle, donc le médecin nutritionniste, il dit: il faut savoir écouter le mangeur qui est en vous, savoir écouter son propre corps, le mettre en repos s'il le faut. Il y a des gens qui mangent de façon équilibrée 2 fois par jour, d'autres 3 fois, d'autres 3 fois, c'est pas facile à dire. Il y a des gens qui mangent de façon équilibrée 2 fois par jour, d'autres 3 fois, d'autres 5 fois par jour. Point d'exclamation. Il faut simplement surveiller la quantité de nourriture que vous assimilez. Même si vous faites l'impasse sur le petit déjeuner, vous pouvez devenir un glouton et prendre de mauvaises habitudes qui perturbent l'équilibre alimentaire. Sauter le petit déjeuner ne veut pas dire compenser le restant de la journée en mangeant mal. Si, docteur Cocolle, si, c'est ça le risque en sautant le petit déjeuner. Le risque, c'est de compenser le reste de la journée en mangeant mal. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis. Il y a des études. Il y a des études qui ont montré ça. Et d'ailleurs, j'en ai cité dans ma thèse. J'en ai cité dans ma thèse sur la chrononutrition, que vous trouverez en allant sur mon site internet. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ma thèse qui date de 2015. Et donc, dans ma thèse, vous allez où ? Vous allez au chapitre 4. Chapitre 4, des recommandations sous le feu des critiques. Alors, chapitre 4, vous allez dans le petit 1, les calories. Et là, quelles études est-ce que j'ai citées ? J'ai cité une étude qui a montré qu'un gros repas unique consommé au début de l'activité, le Big Breakfast, faisait maigrir environ 1 kg par semaine, alors que le même repas unique placé en fin d'activité, le Big Dinner, ne modifiait pas le poids. Une autre étude a montré que chez des enfants français âgés de 7 à 12 ans, consommant sensiblement le même nombre de calories par jour, ces enfants et adolescents sont d'autant plus gros que leur petit déjeuner est plus petit. Alors que sur la journée, ils ont mangé à peu près le même nombre de calories. Donc c'est quelque chose, hein, c'est important. Une étude américaine de 2003 montre que sauter le petit déjeuner augmente le risque d'obésité, après ajustement d'autres facteurs de risque comme le nombre de calories ingérées et l'activité physique. Donc ces études, elles existent. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc il y a des études. Il y a des études qui ont été publiées, qui ont montré donc l'inverse de ce que dit le docteur Cocolle. Il a dit à la radio sur France Inter, même si vous faites l'impasse sur le petit déjeuner, vous pouvez devenir un glouton et prendre de mauvaises habitudes qui perturbent l'équilibre alimentaire. Sauter le petit déjeuner ne veut pas dire compenser le restant de la journée en mangeant mal. Et les études que j'ai citées dans ma thèse vont plutôt dans ce sens-là. Hein. Si tu sautes ton petit déjeuner, tu as plus de risques de mal manger le reste de la journée et de prendre du poids. Suite de l'article. Comment le petit déjeuner s'est-il progressivement inventé ? Non, du coup, je vais vous parler de physiologie maintenant. C'est le moment. Là, c'est le géographe qui va parler. Je pense que c'est maintenant. Maintenant, je vais vous dire physiologiquement. Tout à l'heure, ça parlait des raisons physiologiques. Quelles sont les raisons physiologiques de manger un petit déjeuner ?
Et bien pour ça, on retourne où? On retourne dans ma thèse de 2015, ma thèse sur la chrononutrition. On va aller dans le chapitre 5, la chrononutrition. Petit a, le trio cortisol, glucose, insuline. Au début des années 70, Weizmann publie une étude sur les sécrétions de cortisol au cours du nictémère. Alors, nictémère, c'est pas une insulte. Nictémère, c'est l'espace de temps comprenant un jour et une nuit, et correspondant à un cycle biologique. Eh bien, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré la présence de pics de cortisol à certaines heures. Le plus grand pic a lieu vers 8 heures le matin. Donc là, je vous ai trouvé un schéma. Et donc ça c'est le taux de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est une hormone sécrétée par le corps. C'est l'hormone qui booste, qui réveille, qui active. Par exemple, c'est pour ça que si vous avez pris des traitements de cortisone, si vous avez pris des médicaments corticoïdes type cortensil, prednisolone, votre médecin, rappelez-vous, il vous a dit de prendre ça le matin. Pourquoi? Parce que ça s'associe au pic que l'on sécrète tous naturellement. Je l'ai écrit plus haut, les patients doivent prendre les corticoïdes le matin. C'est pour ça. C'est pour que ça s'associe au cortisol que l'on sécrète tous naturellement quand on se lève. Pour les gens qui vivent le jour, évidemment. Pour les gens qui vivent la nuit, ça se décale. Donc on a ce schéma, on voit le pic. Ensuite ça remonte au moment de l'heure du déjeuner. Ça redescend et il y a un petit pic au moment du goûter. Là, par là. Il y a un autre pic. Et après, il n'y a plus de pic. Parce qu'on se prépare à aller dormir. Comme je vous ai dit, le cortisol, c'est l'hormone qui réveille, qui active. Du coup, quand on se prépare à aller dormir, ça descend. Et en fait, chaque pic de cortisol, c'est marqué, chaque pic de cortisol entraîne une augmentation de la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication de glucose, la fabrication de sucre, entre guillemets. Du coup, ça fait monter le taux du glucose dans le sang. Cette augmentation de la glycémie entraîne à chaque fois une sécrétion d'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui fait baisser la glycémie. Cela explique l'augmentation de la glycémie à 8 heures chez les personnes à jeun. C'est pour ça que pour chercher un diabète, votre médecin vous dit de faire une prise de sang à jeun le matin. C'est pour chercher la glycémie à jeun. Parce que normalement, c'est censé se réguler, mais quand on est diabétique, c'est là que ça risque de ne pas se réguler. Et donc plus bas, qu'est-ce que je vous ai écrit? Les pics de cortisol les plus importants correspondent aux heures des repas, mais persistent même si on saute un repas. Donc même si vous ne mangez pas, il y a quand même ce pic de cortisol. Le cortisol augmente la formation des protéases extra- et intracellulaires. Les protéases, c'est quoi? Les protéases, c'est des enzymes, donc c'est des molécules qui cassent les protéines. Elles permettent de séparer les acides aminés en cassant les liaisons peptidiques. C'est-à-dire que ça casse des protéines. Et donc, ce cortisol, il augmente la formation des protéases extra- et intracellulaires, donc hors et dans la cellule, et ça provoque une perte protéique, une perte de protéines, au profit d'une synthèse de glucose, donc ça fait monter la glycémie. Le cortisol active les... c'est grave! Attendez, pourquoi je passe? Pour moi c'est évident. C'est évident, mais pour vous non. C'est grave, c'est grave. Perdre du muscle, enfin perdre de la protéine, ça veut dire perdre du muscle. C'est grave. Les muscles, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour bouger, on en a besoin pour être endurant, on en a besoin pour éviter d'être fatigué. Les protéines, on en a besoin pour nos cellules, on en a besoin pour cicatriser. Les gens qui font des plaies, les gens qui font des escarres tout le temps, et qui ont du mal à cicatriser, il faut surtout... C'est pas le moment de manquer de protéines. Les gens qui se plaignent de fatigue tout le temps, c'est pas le moment de manquer de protéines. Du coup, je vais même pas lire la suite. Du coup, je vais pas lire la suite, parce que ça, c'est une raison suffisante. C'est une raison suffisante pour manger... pour manger un petit déjeuner au moment du pic de cortisol. Si tu manges pas assez de protéines au moment de ton pic de cortisol du matin, tu vas perdre du muscle, tu vas être fatigué. Si tu as des plaies, si tu as des escarres, si ta grand-mère a des escarres, elle aura du mal à cicatriser si elle mange pas son petit déjeuner riche en protéines. Donc ça, désolé, mais c'est une raison suffisante
pour dire que oui, le petit déjeuner, c'est un repas important de la journée. Voilà, est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous voulez d'autres raisons? Oui, parce que là aujourd'hui, on va juste dire est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner ou pas. Une autre fois, je vous dirai pourquoi il vaut mieux faire un petit déjeuner salé, pain, fromage, un peu d'huile d'olive sur le pain ou un peu de beurre si vous voulez, si vous n'avez pas trop de cholestérol. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, le contenu du petit déjeuner, on en parlera un autre jour. Chaque chose en son temps. Donc voilà, les raisons physiologiques, comme dit l'article, comme disent les deux spécialistes, le médecin et le géographe. Ils parlent de raisons physiologiques, et ben voilà, la voilà, elle est là, la raison physiologique. Pourquoi vous en parlez pas? Donc ça, c'est super important. Les gens super fatigués, que je vois les gens en consultation que je vois très très fatigués à la première consultation, je leur dis, oui, c'est tellement fréquent que je leur dis directement, bah déjà, est-ce que vous mangez le matin? Parce que si vous mangez pas le matin, déjà c'est mal parti. Donc là, tout à l'heure, je vous ai cité des études qui disent que plus on saute le petit déjeuner, plus on risque de prendre du poids, d'être en surpoids ou obèse. Bah là, pareil, quand j'ai des nouveaux patients, des femmes qui pèsent 100 kg, 110 kg, 120 kg, quand j'ai des hommes, nouveaux patients, qui pèsent 120 kg, 130 kg, je leur dis directement, déjà, faut manger le matin déjà. Je leur pose même pas la question, hein. Alors ça dépend des fois. Des fois, je leur dis, est-ce que vous mangez le matin? Des fois, je leur dis direct. Ils me disent non, évidemment. Quasiment à chaque fois. Alors, c'est pas systématique, hein, attention, hein. Si vous êtes derrière votre écran, que malheureusement vous pesez 120 kilos et que vous prenez quand même un petit déjeuner, attention, hein, j'ai pas dit que tous les gens qui pèsent 120 kilos ne prennent pas de petit déjeuner. Attention, je peux pas dire n'importe quoi. Mais c'est assez fréquent pour que je le dise d'emblée, sans demander s'ils mangent vraiment un petit déjeuner ou pas. Moi, ceux que je vois qui pèsent plus de 100 kilos, 110, 120 kilos, c'est souvent des gens qui mangent pas le matin. Du coup, ils compensent le soir, parce que le soir, c'est le moment où tout le monde est à la maison, le conjoint, les enfants. C'est le moment où on a le temps, alors que le matin, bah, c'est la course. Faut se lever, faut s'occuper des enfants, vite courir, les emmener à l'école, allez, vite, 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 vite. Le boulot, vite, vite, vite. Du coup, bah, on oublie de manger. Et pourquoi on oublie de manger le matin? Bah, c'est parce que le dîner était trop consistant, justement. Le dîner était trop consistant. Pendant la nuit, on digère peu. On digère peu la nuit. Du coup, le lendemain matin, on a encore le dîner de la veille à digérer et assimiler. C'est pour ça qu'on n'a pas faim le matin. Donc voilà, raisons physiologiques, je vous les ai données, les raisons physiologiques. C'est dommage pour cet article. Mais bon, vous avez de la chance, vous avez vu ma vidéo. Donc voilà, c'était la minute biologie. Enfin, c'était les 5 minutes de biologie et de physiologie. Super important. Parce que les études, vous allez me dire, oui, docteur, dans votre thèse, je suis sûr que il doit y avoir d'autres études qui montrent que le petit déjeuner sert à rien. Déjà, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, mais si elles existent, ok. Il peut y avoir des études contradictoires, mais quand les études sont contradictoires, moi, je reviens à la biologie, la physiologie. Comment fonctionne le corps? Oui, c'est ça en fait. Les gens qui font de la nutrition juste en fonction des études, non, des fois les études elles sont contradictoires. Des fois elles disent oui c'est bien, et une autre étude va dire non c'est pas bien. Donc comment on fait la différence? On fait la différence avec la biologie et la physiologie. Voilà, ça c'est imparable. Suite de l'article. Comment le petit déjeuner s'est-il progressivement inventé? Le géographe Gilles Fumet invite à repenser la représentation que l'on se fait aujourd'hui des repas et de l'organisation. J'ai même pas envie de lire la suite.
S'il m'avait invité, s'il m'avait invité, l'article serait déjà fini en fait. Ah. Mais bon, moi je suis très ouvert aux avis différents, hein. D'ailleurs, c'est ça une de mes forces, une de mes qualités, c'est que même si l'article part mal, je veux quand même le lire. Je veux quand même savoir ce qui se dit. Et on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc le géographe Gilles Fumet invite à repenser la représentation que l'on se fait aujourd'hui des repas et de l'organisation alimentaire en l'interrogeant avec celle de nos aïeux depuis l'Antiquité. Car jusqu'à la fin de la période moderne, XVIIIe siècle, je cite, enfin il cite le géographe, le matin on ne mangeait pas tôt, tout simplement parce que l'on avait très peu de nourriture disponible. La raison pour laquelle on peut manger très facilement aujourd'hui, c'est parce qu'on a de la nourriture disponible partout, où que l'on soit et où qu'on aille. Quand hier, les proportions alimentaires étaient beaucoup plus réduites, voire rudimentaires, chez les classes les plus pauvres. Donc voilà, voilà le niveau. Voilà le niveau. Les pauvres n'avaient pas de quoi manger le matin, donc ne mangez pas le matin. Manger le matin, ça sert à rien. Parce que dans l'Antiquité, jusqu'au XVIIIe siècle, les gens n'avaient pas à manger le matin. Donc faites comme eux. Et c'est quoi la suite? Ils n'avaient pas Internet, donc on va se priver d'Internet. Ils n'avaient pas de voiture, donc privez-vous de voiture. Ah, suite de l'article. De l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, et encore aujourd'hui dans de nombreux pays en développement, s'il y a certes un repas qui a lieu le matin, c'est sous la forme d'un grignotage, et non d'un repas à part entière. Le grand repas au cours duquel toute la famille se rassemblait et qu'il fallait préparer longuement, c'était le repas d'après-midi. J'ai un doute, hein. J'ai un doute. Du coup, je vais faire une petite recherche. Alors, sur Google, je tape petit déjeuner antiquité. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé source Wikidia. Wikidia, c'est le Wikipédia des 8-13 ans. Une bonne source. Une très bonne source, docteur Damou. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, il y avait un petit déjeuner chez les Romains. Et chez les Romains, le petit déjeuner, c'est quoi? Le petit déjeuner, ah bah il est frugal. On y mange un peu de pain, du fromage, quelques olives ou des biscuits. Les pauvres n'ont souvent que du pain sec. C'est pas mal, hein, du fromage au petit déjeuner. Frugal. Alors frugal, pour ceux qui connaissent pas la définition, frugal c'est aliment simple et peu abondant, qui se contentent d'une nourriture simple. C'est quoi un repas frugal? Bah c'est ça, c'est des aliments simples et peu abondants. Bah oui, mais qui a dit qu'il fallait manger 10 000 trucs? Pain, fromage, un peu d'huile d'olive. Bah c'est ce que je vous disais il y a 5 minutes, il y a 10 minutes. Mes patients, bah c'est un peu de pain, du fromage, un peu d'huile d'olive sur le pain et on met le fromage dessus, ça va très bien ensemble. Oui, par contre, pas de biscuit, hein. Pas de biscuit, il y a du sucre dedans, hein. Du sucre, il y a du sucre dedans, donc c'est non. Bah, il était très bien ce petit déjeuner de l'Antiquité chez les Romains. Donc le géographe, enfin désolé, mais enfin je vais pas faire le tour de la planète. Quoique un autre jour, on fera les petits déjeuners du monde. Pas aujourd'hui. Donc le grand repas, c'était le repas de l'après-midi. D'après-midi, c'est quoi, c'est le déjeuner ou... Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, je croyais que c'était un article où il fallait déconstruire. Donc, est-ce qu'on déconstruit en se basant sur les traditions et sur l'histoire? Hein? Parce
Parce que les Romains, ils pratiquaient l'esclavage. Hein? Donc, si on doit manger comme eux, est-ce qu'on doit pratiquer l'esclavage comme eux? Voilà, donc ça, c'est une question pour le public de France Inter. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il veut déconstruire le petit déjeuner actuel en se basant sur les traditions de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle? Moi, je croyais que c'était le contraire. Moi, je croyais que déconstruire, c'était justement renoncer, enfin, critiquer les traditions, en tout cas. Bon, allez, on continue. De l'Antiquité. Du coup, je sais plus où j'en suis. Ah oui, voilà, ça je l'ai lu. On a longtemps déjeuné, le petit déjeuner est une construction sociale contemporaine. Bah, évidemment qu'on déjeune. Que tu manges le matin ou que tu manges pas le matin, tu auras ton pic ici. Ton pic de cortisol ici, qui va te dire il faut manger. Autant le matin, ça dépend de ce que tu as mangé la veille au soir. Si c'était trop lourd, si c'était trop consistant, tu n'auras pas faim le matin. Mais même si c'était trop lourd la veille au soir, tu auras quand même faim à l'heure du déjeuner. Du coup, tout le monde est censé avoir faim à l'heure du déjeuner. Depuis 5 ans, depuis 5 ans et demi que je fais des consultations de nutrition, j'ai vu une patiente qui avait pas faim le midi. Et ouais, j'en ai vu qu'une qui me disait qu'elle avait jamais faim le midi, même quand elle mangeait léger le matin en fait. J'étais étonné. Donc non, le petit déjeuner n'est pas une construction sociale contemporaine. Vraiment, c'est dur, hein, vraiment c'est dur pour moi, vous pouvez pas imaginer. Enfin ouais, je fais médecine, je fais ma thèse sur la chrononutrition. Et voir que des journalistes demandent l'avis d'un géographe. Vous vous rendez pas compte, je pense, de l'état dans lequel ça me met. On continue l'article. C'est avec le 19e siècle que les rythmes des prises alimentaires s'accélèrent, que les repas quotidiens augmentent, que l'on déjeune, que l'on goûte, que l'on dîne, et que l'on soupe à partir du moment où 3 boissons chaudes se démocratisent et jouent un grand rôle dans la naissance et la popularisation du petit déjeuner, tel que nous le connaissons, le café, le chocolat et le thé. Ils font toujours des longues phrases, hein, sur... Enfin, pourquoi je dis toujours? C'est la première fois que je le lis, que je lis ce monsieur. Mais pourquoi faire une phrase aussi longue? Alors... Ah oui, donc pour lui, la popularisation du petit déjeuner, c'est parce que le café est arrivé, le chocolat est arrivé et le thé est arrivé. Voilà. Car l'émergence du petit déjeuner est intimement liée avec la logique de la révolution industrielle du 19e siècle, du progrès culturel qui a accompagné celle des mentalités, des techniques et des technologies. Ah, ils l'ont mis en gras. Hein. Ils l'ont mis en gras. Donc c'est important. Les deux spécialistes, donc le géographe et le médecin nutritionniste, expliquent comment la perception du corps humain a su évoluer. Ah, évoluer ER. Les deux spécialistes expliquent comment la perception du corps humain a su évaluer dans les représentations en fonction de la capacité et des rendements des machines à alimenter en énergie, en lipides, en glucides, et ce dès le matin. Gilles Fumet, le géographe. Depuis le XVIIIe siècle, la découverte de la circulation du sang et la place centrale du cœur dans le fonctionnement du corps, l'imaginaire qu'on avait sur le fonctionnement du corps, avec notamment la médecine des humeurs, tout cela a changé avec l'invention de la machine à vapeur qui a copié le principe du fonctionnement du corps humain. Il fait des longues phrases. Hein. Il fait des longues phrases. Faudrait qu'il définisse les mots en fait. Ou alors le public de France Inter c'est déjà tout. Alors soit ils sont super méga cultivés,
soit il faut expliquer les mots en fait. La médecine des humeurs, la médecine des humeurs, c'est Hippocrate. C'est Hippocrate qui pensait que dans le corps, on avait 4 humeurs en fonction de notre caractère. Euh, bon, en gros, c'est un truc faux. Voilà. C'est un truc faux que Hippocrate pensait. Voilà. Donc, je vais même pas détailler. Tout cela a changé avec l'invention de la machine à vapeur qui a copié le principe du fonctionnement du corps humain. Bah oui, mais après, il y a eu du nouveau, en fait, après le XVIIIe siècle. Et où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on trouve l'info? Ah, j'avais pas mis tous les détails, zut. Zut, zut. Oui, parce qu'en fait, ma directrice de thèse trouvait que ma thèse était trop longue. Donc elle m'a fait retirer des choses. M'a fait retirer des choses. Euh, Bon, bah du coup, je vous laisse ce qu'elle m'a dit de laisser. C'est seulement dans les années 50, donc 1950, que les techniques de laboratoire ont pu faire progresser les connaissances des rythmes biologiques. En fait, pendant longtemps, la théorie, c'était que... la théorie, donc, c'était Claude Bernard, Claude Bernard et l'homéostasie. Donc Claude Bernard, médecin du 19e siècle, on lui donne les notions de milieu intérieur et d'homéostasie, fondement de la physiologie moderne. Donc l'homéostasie, c'est quoi? Bah, l'homéostasie, c'est que dans une partie du corps, enfin dans un liquide du corps, le taux de concentration de chaque molécule doit être le même. Et le corps va tout faire pour que les taux restent stables, en fait. Alors que, bah non, 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 depuis les années 1950, bah, on a des machines qui permettent de voir que qu'une hormone, le taux d'une hormone, le taux d'une molécule, peut varier dans la journée. Donc le géographe, il parle du XVIIIe siècle, bah, sauf qu'après, bah, il y a eu Claude Bernard. Il y a eu Claude Bernard au XIXe siècle. Et après, au XXe siècle, on a des machines, on a des appareils qui permettent de voir que non, le corps humain ne fonctionne pas comme une machine à vapeur. Suite de l'article. Progressivement, on s'est mis à penser le corps comme une machine à manger de l'énergie, des calories. C'est comme ça que cette image de manger le matin s'est imposée. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un produit qui soit facilement mobilisable pour le grignotage. Le matin, on est à un moment de sa journée où on n'a pas le temps de se prendre la tête pour faire des choix. Mais faut qu'il parle pour lui. On n'a pas le temps, mais ça dépend qui. Il y a des gens qui ont le temps, et si t'as pas le temps, bah tu prends le temps. Tu te lèves un quart d'heure plus tôt, tu prépares ton petit déjeuner la veille. Suite de l'article, ajoutez-y un peu de publicité et d'injonction sociale. Injonction sociale. Bah, on va regarder la définition. Injonction sociale. Injonction sociale. Non, il n'y a pas de définition. Pas de définition exacte. Donc une injonction, c'est un ordre, un commandement précis, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté, et qui est souvent accompagné de menaces et de sanctions. Donc c'est un mot qui est fort, hein. Injonction sociale pour le petit déjeuner. Quand on voit la définition du mot injonction, c'est dur, hein. C'est... Ouh. Ils vont loin là, hein. Enfin, le géographe, il va loin. Donc, pas le temps de se prendre la tête, ajoutez-y un peu de publicité et d'injonction sociale. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez reçu une injonction sociale à prendre le petit déjeuner? Est-ce que quelqu'un vous a menacé avec des sanctions si vous prenez pas le petit déjeuner? Ah. Suite de l'article. Le jus d'orange. Un mythe lui aussi.
Ah, donc là on passe au contenu du repas. Bah, moi je trouve que c'est un peu osé, hein, parce que déjà, vu les arguments qu'ils ont donnés pour est-ce qu'il faut manger le matin, déjà c'est discutable, on va dire, pour être poli. Si en plus ils se permettent de dire ce qu'il faut manger ou pas, je suis pas sûr. Bon, on va regarder. Le jus d'orange, un mythe lui aussi. Gilles Fumet, le géographe. Ah oui, donc priorité au géographe, hein. Il y a un médecin nutritionniste à côté de lui. Mais non, non, priorité au géographe. Gilles Fumet nous apprend également que dans le jus d'orange, la vitamine serait en réalité bien plus riche et concentrée en vertu commerciale qu'en vitamine. Donc la vitamine pour lui, c'est une vertu commerciale plus que de la vitamine vraiment présente dans le jus d'orange. Et bah du coup, je suis d'accord avec lui. Ah, là il me fait plaisir, le géographe. On est d'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, pourquoi on est d'accord? Bah, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les vitamines dans les fruits et légumes. J'expliquais qu'en fait, les vitamines dans les aliments, les vitamines dans les aliments, bah, en fait, on n'en trouve pas tant que ça dans les fruits et légumes en général. En fait, on va trouver, en tout, il y a 13 vitamines qui existent dans les aliments. On en trouve surtout dans le fromage, dans la viande, le poisson, les fruits de mer, tout ce qui est céréales, tout ce qui est féculent, les graines oléagineuses. Par contre, tout ce qui est fruits et légumes, en réalité, il y a peu de vitamines dedans, en fait. Sur les 13 vitamines qui existent, hein. Alors, que dit le géographe? On est dans une invention qui est liée à la découverte des vitamines en 1912 et qui, après la Première Guerre mondiale, va valoriser industriellement et commercialement les vitamines, en particulier la vitamine C. Ouais, j'étais pas au courant. Mais aussi que la fabrique du jus par les grands vergers industriels américains va aboutir à l'industrialisation du jus d'orange, comme à l'idée que c'est un excellent fournisseur de vitamines, alors que c'est très pauvre de façon générale, et surtout très acide, très indigeste. Ah, bah voilà, enfin! Enfin un truc avec lequel je suis d'accord. Alors en chrononutrition, le fruit, le jus de fruits, c'est uniquement au goûter. Je vais pas plus détailler que ça. Un fruit par jour, c'est largement suffisant, même si on l'oublie une fois dans la semaine, c'est pas grave. La vitamine C, avant de faire une carence en vitamine C, il faut passer plusieurs semaines sans fruits du tout, ni légumes du tout. Donc là, je suis d'accord avec lui. Les vendeurs de jus d'orange, ils ont bien géré leur marketing, ils ont bien fait leur pub pour faire croire aux gens que le jus d'orange le matin serait une bonne idée. Le matin, au petit déjeuner, préférez le jus de citron au jus d'orange? Non! Oh non! Pourquoi? Pourquoi il a gâché son paragraphe? Pourquoi il a gâché ça? Non, pas de jus de citron le matin. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le jus de citron, même si... Mais pourquoi? Mais ça veut rien dire. Mais je trouve même pas... Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il... c'est surtout très acide. Alors pour le jus d'orange, faut pas parce que c'est très acide. Ils l'ont mis en gras. Mais en dessous, ils mettent de prendre du jus de citron. Alors le citron, même si c'est acide, ça reste un fruit, donc il y a du sucre dedans en fait. Et le sucre du matin, le glucose du matin, enfin le sucre du fruit, bah, il va s'ajouter au sucre, bah, au glucose qui est déjà présent dans le sang. Rappel de tout à l'heure, le pic de cortisol augmente la glycémie. Donc si vous avez tendance au surpoids, si vous avez tendance au diabète, et ben, si vous mangez un fruit le matin, si vous buvez un jus de fruits le matin, ça risque, c'est un risque, hein, donc c'est pas à 100% des cas, ça risque de faire décoller votre taux de glycémie
Et quand la glycémie augmente, eh ben, ça peut favoriser le stockage. Oh là là. Oh, mais pourquoi il a dit ça? Donc ça, ça, voilà, ça c'est un truc que je vois souvent dans les articles qui parlent de nutrition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont t'interdire un truc, tu sais pas pourquoi. Là, ils t'interdisent le petit déjeuner, entre guillemets. Enfin, ils l'interdisent pas, mais... enfin, voilà, vous avez compris. Ils vous disent que... Mais pour des raisons qui sont pas physiologiques, puisque ils parlaient de raisons physiologiques, mais ils parlent pas de physiologie. Et à la fin, tu sais pas pourquoi, il te dit le jus d'orange c'est non. Donc au lieu d'en rester là, il te dit, il te dit quoi? Il te dit ah oui mais bon quand même si tu veux un jus quand même prends un jus de citron. Bah non non. En médecine. Alors lui c'est un géographe du coup. Alors je sais pas ce qu'ils apprennent dans leurs études. En médecine faut savoir dire non. Voilà. Après les gens font ce qu'ils veulent. Mais quand on dit non, c'est non. Faut pas essayer d'improviser, de dire ah oui mais non, oui. Non, pas de jus d'orange, donc il n'y a pas de raison de prendre un jus de citron le matin. Ça revient au même. À part que le jus de citron, on n'en boira pas un verre entier, comme le jus d'orange. Ça va peut-être limiter les dégâts sur la glycémie et le risque de prendre du poids. Et voilà. Voilà l'article, il n'y a pas de commentaire. Ah là 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 là. Voilà. Voilà. Donc du coup, conclusion de l'article. Ah ils n'ont pas fait de conclusion. Donc pour eux, le petit déjeuner est une construction sociale contemporaine. Les deux spécialistes suggèrent de manger pour des raisons physiologiques, mais ils ne parlent pas de physiologie. La physiologie, j'en parle dans ma thèse. J'en ai parlé en 2015. Donc voilà, donc faites un petit déjeuner. Faites un petit déjeuner. Si vous manquez le petit déjeuner, à ce moment-là, vous faites un brunch. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la grasse matinée. Qu'est-ce qu'on fait en cas de grasse matinée? En fait, le fromage qu'on a manqué le matin, on le rajoute le midi. Comme ça, le corps, même s'il a manqué le petit déjeuner, il aura quand même ses apports en protéines et en lipides. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner pour qu'on rigole encore ensemble.